Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Branché TV. Donc, l'émission du jour va être dédiée à l'urologie avec l'amélioration de la morbidité périopératoire. Et donc, comme invité ce soir, nous avons le professeur Véronique Fay, qui est chirurgienne urologue, et le professeur Morgane Rouprey, également chirurgien urologue. Et autour de cette émission, vous pourrez secondairement poser les questions que vous voulez. On va essayer de répondre à un maximum de choses. Et sans perdre de temps pour tenir notre timing, on va commencer par Morgane et son topo sur la chirurgie urologique et la cancérologie principalement. Exactement, parce que mon domaine de prédilection, c'est plutôt l'oncologie. Et j'ai souhaité aussi participer à cette table ronde et faire venir Véronique, parce qu'elle a un domaine tout à fait singulier qui est le fonctionnel. Et nos univers se rejoignent à bien des égards sur notre volonté commune de faire diminuer la morbidité des actes techniques que l'on fait. Alors il y a des recommandations, il y a des trucs et astuces, il y a de l'expérience, il y a du bon sens, il y a du pragmatisme dans tout ça, mais ça mérite d'être discuté et de revisiter un peu le parcours de nos patients. On connaît les parcours de soins en médecine, c'est des parcours chirurgicaux avec des étapes techniques et on voulait aborder ça à travers le prisme de l'oncologie du fonctionnel. Alors l'oncologie, je vais parler des tumeurs de la vessie ce soir et remettre le sujet dans son contexte avec cet urothélium qui est l'épithélium de revêtement des voies urinaires qui tapisse l'intérieur de l'urètre, de la vessie et des uretères et donc l'intérieur des reins. Et très souvent, la vessie est un organe de stockage, un organe de capacitation, et bien les carcinogènes métabolites sont stockés dans les urines au contact de la paroi de la vessie. Et donc il y a un phénomène d'initiation du processus de carcinogénèse qui se fait sur la paroi vésicale. On est un peu en urologie l'apanage de ce qu'est, j'allais dire, la médecine gastro-entérologique avec les endoscopies. On a aussi ces endoscopies dans l'appareil urinaire avec des maladies qui peuvent être endocavitaires et qui peuvent être pariétales ou qui peuvent être extrapariétales. Donc c'est la singularité des organes creux par rapport aux organes pleins. Et donc les gastro-entérologues vont faire des endoscopies digestives, retirer éventuellement des polypes, évaluer le degré d'invasion de ces polypes. C'est la même chose. On a des tumeurs polypoïdes dans la vessie dont le degré d'infiltration est mesuré. Les anglo-saxons aiment bien parler d'acronyme de Muscle Invasive Bladder Cancer, non-muscle, parce que c'est le pied de la tumeur qui touche le muscle, ce muscle très important pour ceux qui font du fonctionnel, qui est justement le détrusor. On parle parfois de vessie hyperactive, Véronique reviendra peut-être sur ces sujets, mais néanmoins, on voit que la qualité de vie des patients peut être impactée par l'exérèse carcinologique. Et donc ces tumeurs, elles peuvent être nombreuses, elles sont de tailles différentes, elles peuvent être de localisation différente. Et donc on peut avoir une tumeur de la face latérale, du dôme, on peut avoir une tumeur dans l'urtère. Donc la notion de multifocalité. Elles ne sont pas toutes très agressives. Il y en a qui s'apparentent quasiment à des processus dermatologiques, comme quand on va chez son dermatologue parce qu'on a des verrues plantaires, et ben on va faire des petites fulgurations, et aux États-Unis, ils aiment bien faire ça. En Europe, on a plus une tradition de résection, mais certaines d'entre elles nous menacent parce qu'elles peuvent s'infiltrer dans la paroi et donc disséminer à l'extérieur de la vessie. Alors on a un cas clinique pour rendre cette table ronde un peu vivante, d'un cas clinique assez typique d'un patient qui a 63 ans, qui est la moyenne d'âge d'atteinte de ces tumeurs de la vessie, et il fume. On reviendra peut-être sur ce point tout à l'heure, parce que je sais qu'en préparant cette table ronde, ça t'avait interpellé. 40 paquets années, il a une tension bien équilibrée, et puis il a eu du sang dans ses urines, et fort heureusement, Véronique peut en témoigner, c'est un signe d'alerte, et quand les patients saignent dans leurs urines, autant il y a des signes qui sont négligés par certains patients, autant le sang dans les urines, ils viennent à nos consultations. Et donc, on fait une échographie et on voit cette lésion bourgeonnante de 5 cm de la face latérale gauche de la vessie, sans répercussion sur les cavités piélo-calicielles. Donc, ce patient est vu par un anesthésiste, il va au bloc opératoire, il est endormi et on va faire une résection et le médecin anatomopathologiste nous confie le statut d'invasion de cette tumeur de la vessie, avec un bilan d'extension à distance qui est rassurant. On n'a pas d'éléments qui laissent à penser que la maladie se soit disséminée. Et un état général qui est tout à fait satisfaisant. Il a une bonne clairance de la créatinine. Donc on se pose la question de discuter ce dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire, parce que c'est là le lieu d'échange entre les radiothérapeutes, les oncologues, les médecins urologues, et les, j'allais dire, non-cliniciens de type les imageurs, les anatomopathologistes. Donc c'est très important. Très bien. Alors, si je peux
il y a un certain nombre de questions qui viennent à l'esprit, hein, et que je peux te poser. Hein. Donc, la chimiothérapie néo-adjuvante, puis la cystoprostatectomie totale avec curage ganglionnaire étendu, avec entéroplastie. Est-ce que tu vas lui proposer ce traitement-là d'emblée ? Alors, je te laisse dérouler les 4 items. Okay. Et puis, la deuxième, c'est la cystoprostatectomie totale avec curage ganglionnaire étendu, plus entéroplastie, puis chimiothérapie adjuvante en fonction des résultats anatomopathologiques. Deuxième option. Hein. La troisième, cystectomie totale avec curage ganglionnaire plus entéroplastie, sans traitement systémique périopératoire. Et enfin la dernière, un traitement trimodal, RTUV maximaliste plus radiochimiothérapie. Donc comment tu vas argumenter le choix ? Je crois que tu as un point important. On est aussi expert que l'on soit dans son domaine. Il y a quand même des recommandations qui s'imposent à nous. On est dans l'ère de l'évidence-based medicine. Et la question est de savoir si ces tumeurs de la vessie sont des tumeurs qui sont fréquentes. On a à peu près 12 000 nouveaux cas par an en France. Donc, on imagine que dans les sociétés occidentales, il y a une file active de patients qui est assez considérable. Et aujourd'hui, on peut dire que dans la vessie, on a un niveau de preuve assez élevé en termes de discussion parce que ce sont des maladies, le deuxième cancer urologique le plus fréquent après celui de la prostate qui touche pour la vessie aussi bien les hommes que les femmes. Donc on a des bons niveaux de preuve. Et donc aujourd'hui on ne peut pas se soustraire ou s'affranchir de ces recommandations parce que c'est la littérature et des bons essais randomisés. Et après dans tes questions, les questions que tu évoques, il y a des aspects techniques. Parce que nous, notre objectif là, c'est de guérir le cancer, autant que faire se peut. Et puis, il y a un aspect de qualité de vie derrière, qu'on évoquera avec Véronique tout à l'heure, mais qui est important parce que le malade, si on lui fait un curage ou pas de curage, lui, il ne voit pas beaucoup l'intérêt. En revanche, la façon dont il va uriner derrière, c'est très important. Et donc, sa qualité de vie, elle est impactée aussi sur l'aspect sexuel, puisque l'intérieur de la prostate est tapissé par la vessie. En général, chez l'homme, c'est tu l'as évoqué, une cystoprostatectomie. Ça veut donc dire qu'il y a un bouleversement du schéma corporel. Et que les patients vont plus se plaindre ou évoquer des problèmes, des complications fonctionnelles que du traitement carcinologique qu'on aura entrepris. Donc ça, c'est peut-être un point sur lequel toi, tu veux réagir, mais je ne sais pas si tu es interpellé parfois dans les discussions de RCP à ce sujet, Véronique. Tout à fait. C'est choisir le traitement qui va guérir le patient, c'est une chose, mais il faut penser absolument à sa qualité de vie pendant et après la guérison de la maladie. C'est extrêmement important. Et là, parmi les options, je vois des choix de reconstruction vésicale qui m'interpellent, dont il faudra discuter certes en RCP, mais aussi avec le patient. C'est pas pareil d'avoir une entéroplastie, c'est-à-dire une reconstruction complète de la vessie, où on va effectivement pouvoir essayer d'uriner par les voies naturelles comme telles qu'elles sont, que par exemple un briquaire où on va avoir une poche où vont s'aboucher les uretères dans un petit segment d'intestin et qu'on va appareiller, qui ne sera pas très joli sur le plan cosmétique, mais qui sera peut-être plus facile à gérer au quotidien. Donc tout ça, c'est des considérations qu'il faudra discuter avec le patient. Ouais, j'imagine que l'âge du patient, enfin l'âge, pas l'âge de la carte d'identité, mais l'âge physiologique du patient et toutes les morbidités sont prises en compte là-dessus. Et comme tu le soulignes, et c'est pour ça que j'ai eu à cœur dans l'énoncé de mettre que ce patient était en parfait état général, il a 62 ans, il est plutôt jeune. On n'aurait peut-être pas la même discussion pour un monsieur de 82 ans sur lequel on serait peut-être plus minimaliste à tout point de vue, de façon à ne pas le rendre incontinent, de ne pas l'altérer sa qualité de vie. L'objectif carcinologique n'est pas le même. Donc l'espérance de vie, les aspects techniques, l'expérience des équipes, parce qu'il y a des gens qui vont choisir tel ou tel type de dérivation par aussi facilité, parce qu'il y a parfois aussi une prouesse technique. Donc la file active est très importante. Et enfin, les aspects chimiothérapie. D'aucuns diront, si vous faites de la chimiothérapie avant la chirurgie, moi, ça va augmenter la morbidité opératoire, je vais disséquer différemment les tissus. Et je risque de perforer le patient, par exemple, ou je risque d'avoir une blessure du nerf au moment du curage ilio-obturateur. Ça, ce n'est pas toujours recevable parce que c'est des arguments assez subjectifs, un peu irrationnels et parfois de mauvaise foi. En tout cas, les recos aujourd'hui nous disent, pour un patient qui est fit, c'est-à-dire qui correspond au profil optimal, dont ce patient fait partie, de débuter par la chimiothérapie, ce qui nous permet, nous, de préparer le bloc opératoire. Parce que Véronique en est témoin, avec les périodes Covid, l'accès au bloc, des créneaux opératoires, des vacations de 4-5 heures de bloc, c'est difficile à trouver comme ça. Or, il y a un point dans les tumeurs de la vessie, c'est qu'il faut les prendre en charge assez rapidement.
Donc de débuter une chimiothérapie, c'est quand même un traitement, ça fait un traitement systémique et ça nous permet de préparer le bloc opératoire derrière et probablement le parcours du patient. Si de but en blanc on fait une cystectomie sous réserve qu'on trouve un créneau, le patient risque d'avoir une morbidité qui est liée à l'intervention, qui n'est pas négligeable, on verra les complications, et ne pas être en situation de recevoir sa chimiothérapie derrière. Est-ce que le robot, dont on parle beaucoup en urologie, forcément, est aidant et améliore la qualité donc la facilité opératoire et la qualité de vie ultérieure du patient dans les Alors, traitements que tu as proposés? les voies d'abord mini-invasives, je vais l'évoquer, sont particulièrement mises en valeur par les équipes qui en font beaucoup. Ouais. Le problème de la vessie, je l'ai dit, c'est fréquent, mais pas si fréquent. Il y a 25 000 prostatectomies pour cancer de la prostate par an en France. Il y a 4 500 ou entre 4 500 et 6 000 cystectomies pour cancer. Après, on peut faire des cystectomies pour des patients qui ont des maladies neurologiques. Donc il y a des équipes qui ont davantage d'expérience que d'autres. Il y a à peine une quarantaine de chirurgiens qui font plus de 50 cystectomies par an en France. Donc là, on voit les limites. Et ce qui est important, c'est quand même aussi l'expérience, parce qu'il y a les recommandations et il y a les choix. Mais il y a un parcours obligé. Il y a cette résection, cette anatomopathologie, cette discussion RCP, cette discussion autour de la chimiothérapie. Et puis l'autre point, c'est qu'on n'a pas de marqueur sérique dans la vessie. Dans la prostate, on connaît tous le PSA. On se dit, bon, on va mesurer le PSA, on va regarder. Ouais. Là, dans la vessie, il n'y a rien. Donc, quand l'organe est en place, tumeur réséquée, et qu'il y a une évaluation scanographique avec une chimiothérapie, on peut très bien faire un scanner de réévaluation et voir au moins s'il y a un effet de décroissance tumorale sur le volume, etc. Quand vous faites de la chimiothérapie après cystectomie, il n'y a rien au scanner, il n'y a plus d'organes, il n'y a plus rien. Donc, on n'arrive pas à mesurer l'effet réciste en fait, des traitements systémiques. Alors qu'est-ce que ce serait en fait, et l'objet de cette conversation, c'est à travers le prisme de la vessie de discuter de ce que serait qu'une cystectomie triple A sur les agences de notation qui notent notre pays sur les aspects économiques. Nous, on est sur l'aspect médical, pas médico-économique. C'est optimal sur le plan carcinologique, mais comme on l'a souligné en préambule avec Véronique, c'est aussi optimal sur le plan fonctionnel. Et je pense que ça, c'est un contrat un peu clé en main à poser et à discuter avec le patient en préambule. Et tu soulignais que toi, dans les dossiers médicaux, c'est important de tracer, de refléter cette conversation. Parce que fondamental. Voilà. Il faut être conforme aux recommandations. Et dans des parcours de soins qui peuvent générer de la morbidité, il y a des impondérables en médecine, on peut les accepter. Mais pour ne pas se retrouver dans la situation de faute et plutôt de l'aléa, il faut tracer ce parcours. Donc ça, c'est important. D'autre part, il y a la prise en charge. On a un certain nombre d'éléments qui laissent à penser que les tumeurs de la vessie, et c'est la raison pour laquelle le système anglais de santé, il y a quelques années, avait été réorganisé, parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait des pertes de chance dans la prise en charge des patients, parce que dans le NHS, il y avait une file active de malades qui était considérable, sans hiérarchiser les priorités. Et donc un monsieur qui avait un calcul pas douloureux de l'urtère pelvien, il était dans les mêmes délais d'attente qu'un monsieur qui a une tumeur de la vessie. Quand on prend en charge ces maladies-là, on doit accepter collégialement de prioriser les malades qui ont des tumeurs de la vessie. Ça ne veut pas dire qu'il faut prioriser tous les cancers. On voit que les petites tumeurs du rein de moins de 3 cm, on n'est même pas certain, on voit le code couleur qui est assez simple là-haut, il reste vert pendant plus de 6 mois et on n'est pas certain qu'il soit absolument nécessaire de les opérer. Donc attention aux notions de surtraitement, parce que ça on le voit aussi, mais les tumeurs de la vessie, c'est important. Et puis on est dans un écosystème qui change, puisque dans un milieu médico-chirurgical en urologie, comme les ORL, comme d'autres disciplines, et aujourd'hui la chimiothérapie est en train de se faire gommer progressivement par ce qu'on appelle l'immunothérapie, qui est à l'ordre du jour, qui est assez populaire, qui nécessite des... Mais il y a un grand investissement de l'industrie pharmaceutique là-dessus, avec des millions et des millions de dollars qui sont investis dans des nouveaux essais, qui essayent de randomiser des patients après cystectomie pour voir s'il y a un avantage à rajouter ces produits d'immunothérapie. Alors ces produits d'immunothérapie, ils ont quand même un coût, mais ils obtiennent des AMM, donc ça incrémente le coût du parcours de santé. Et puis le malade qui avait la chimio, la cystectomie, on nous dit aujourd'hui, en post-opératoire, s'il exprime tel ou tel marqueur sur la tumeur, il doit en plus avoir une molécule qui a le remboursement en France qu'on appelle le nivolumab. Ça fait beaucoup, c'est pour ça que les situations sont différentes, deviennent de plus en plus éclectiques, et que même si on a la volonté de suivre les recommandations ont tendance à vouloir devenir très précises, très personnalisées. Or, la singularité de chaque malade fait qu'il n'arrive pas à rentrer obligatoirement dans tous les cadres. On a ici l'exemple d'un patient qui n'a pas de tumeur résiduelle, mais un curage positif, ou qui a de la tumeur résiduelle, mais pas de ganglion positif.
il ne fait pas le marquage, est-ce qu'on lui fait l'immunothérapie? Donc ça devient complexe. Donc mon propos, c'est de dire, voilà, il y a de la chirurgie, une chirurgie qui est souvent complexe, qui génère des complications. Et on voit par exemple que la chirurgie de la hernie inguinale, il y a 17% de complications. 170 billions, et c'est donc des milliards de dollars, sont dépensés aux États-Unis pour la chirurgie. Et on voit qu'il y a 41 milliards qui sont générés sur le système de santé par les réadmissions des malades. Donc les Américains sont très friands du parcours ambulatoire, on rentre le matin, on sort l'après-midi. Mais enfin, c'est très bien d'opérer vite et que les patients sortent tôt, mais s'ils reviennent le lendemain et qu'ils sont en réa, ça a peu d'intérêt. Et donc ces complications, c'est un vrai sujet dont nous, on souhaite s'emparer en chirurgie. Et j'ai regardé la littérature avant de préparer cette table ronde. On voit que globalement, la cystectomie, RC pour radical cystectomie, c'est 35% de complications. Alors après, il faut les hiérarchiser. Si le gars, il a gardé sa sonde 5 jours de plus que ce qui était prévu, on va dire que c'est une complication mineure. S'il a passé 15 jours en réa et qu'il a changé de groupe sanguin, c'est quand même une complication majeure. Donc, il faut hiérarchiser ces complications. C'est pour ça qu'on a des échelles comme le clavien, Dindo, etc. Ce sont des échelles qui ont été exploitées en chirurgie digestive et qui sont réutilisables. Et donc, ce qui est important pour le patient n'est pas obligatoirement pour le chirurgien ni pour l'hôpital. Donc, les objectifs en termes de cours d'apprentissage ne sont pas obligatoirement les mêmes. Et donc, ce qu'il faut arriver, c'est arriver dans cette partie convergente où l'administration comprend l'intérêt d'avoir un plateau technique évolué pour rendre confortable, ergonomique et dans des conditions optimales le chirurgien, et le patient vient dans les bonnes indications. Ce n'est pas le patient qui choisit sa technique. Le patient qui dit « Ah ben, je viens parce que vous faites du laser, je viens parce que vous faites du robot », ce n'est pas à lui de décider comment il va être opéré. Moi, quand j'arrive à Roissy, je ne dis pas « je veux voler dans cet avion ». Donc, c'est quand même assez important. Pour nous, la morbidité, les complications au sens large, ça a un impact médico-économique non négligeable. Et c'est surtout une façon de refléter la qualité de l'acte chirurgical. Parce que les oncologues sont tout à fait capables de faire des essais randomisés entre un bras de chimiothérapie expérimentale versus un bras d'immunothérapie. Mais nous, autour de cette table, ce n'est pas parce qu'on est docteur qu'on ne peut pas être malade. Et je ne sais pas si on acceptera, à titre personnel, de se faire randomiser dans des essais de chirurgie. Rentrer dans des registres, certainement, mais se faire randomiser, pas de cystectomie versus cystectomie, quand on vous dit qu'il y a un standard, c'est quand même assez difficile. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une des façons d'augmenter la qualité de la publication chirurgicale, et donc nos évaluations, probablement de faire des RMM, mais d'évaluer notre morbidité, notre impact de ce point de vue-là. Et dis-moi, on voit bien que ce sont des traitements qui sont quand même très lourds au point de vue chirurgical, extrêmement coûteux à partir du moment où on a la chimio, la chirurgie et l'immuno. L'immuno, je crois que c'est extrêmement coûteux aussi. Et puis des patients qui sont déjà un petit peu âgés et qui risquent d'avoir une évolution pas facile en fonction de ce qui est décidé. Est-ce qu'il y a des moyens de pouvoir les dépister? Est-ce qu'il y a des profils plus à risque? Et est-ce qu'en dehors du sang dans les urines, on a des moyens de dépister? Et certains profils, tu disais pour le tabac, moi je m'interrogeais aussi sur les autres toxiques qui sont utilisés et l'alcool. Alors, est-ce que tout ça il n'y a pas peut actuellement de définir un profil dépistage organisé ou de campagne de dépistage d'un cancer de la vessie pour deux raisons. On n'a pas de test qui soit sérique, je l'ai souligné tout à l'heure. Pour qu'une maladie soit dépistée, il faut qu'elle soit fréquente, qu'on dispose d'un test, que ce test ait une bonne valeur prédictive positive et surtout qu'on ait un traitement pour tous les patients. Donc dans le colorectal, ça va. Dans la prostate, c'est déjà débattu, la vessie, voilà. Par contre, on peut faire du dépistage intelligent et du dépistage ciblé, et notamment travailler avec les médecins du travail pour les alerter. Parce que tu le dis, il y a des carcinogènes qui sont connus. La porte d'entrée dans l'organisme du tabac, c'est le poumon, mais les gens ne savent pas que la porte de sortie, c'est la vessie. Donc il n'y a rien de pire que le tabac en termes de facteurs de risque évitables, bien démontrés dans la littérature. Et puis après, il y a des postes d'exposition. Le patient qui fait de la peinture, pas l'aquarelle sur l'île Saint-Louis le samedi, mais c'est l'exposition à la peinture industrielle dans des conditions de crépi, de choses comme ça. Les caoutchoucs, on a pendant des années beaucoup décrit de tumeurs de la vessie dans la région de Clermont-Ferrand, parce qu'il y a des fabriques de pneus là-bas, assez connues. Et puis les raffineries de pétrole, où il y a des trans... Mais bon, les postes de travail ont été adaptés. Ces études qui ont impacté considérablement la médecine du travail sont fondées sur des études cas témoins des années 70 ou 80, et ces études n'ont pas été refaites. Mais aujourd'hui, maladie professionnelle, tumeur de la vessie, oui, c'est reconnu. Donc du dépistage ciblé dans certaines populations pourrait être intéressant. Et il y a des marqueurs urinaires en cours de développement que l'Association française d'urologie évalue actuellement, dans le cadre d'un registre, qui pourraient nous permettre d'éviter de faire une cystoscopie à tous les malades.
parce que d'aucuns comprendra que les gens ne font pas la queue pour avoir des cystoscopies. Mais la recherche simplement de sang dans les urines avec des bandelettes, ce qui est ni coûteux ni invasif, pour des populations peut-être un peu plus à risque que la moyenne, est-ce que ça aurait un intérêt en masse? Alors ça permettrait de filtrer, mais on a des micro-hématuries qui sont parfois relèvent de la maladie néphrologique, qui relèvent de l'effort sportif. Il y a beaucoup de faux positifs. Si tu fais une bandelette urinaire après un marathon à tous les gens qui arrivent, tu vas avoir des petites bandelettes positives dans, allez, on va dire un cas sur deux. Donc quand il y a une hyperfiltration glomérulaire, on aurait beaucoup de faux positifs. Ça permettrait de faire un premier filtre, mais ça ne suffirait pas probablement. Alors la question, on peut y retourner. Il y en a une autre là. Si tu veux. Oui, alors comment réduire la morbidité de la cystectomie? Exactement, bon, tu l'avais évoqué. Oui, en s'engageant dans un programme de RAC pluridisciplinaire, en ne faisant pas de curage ganglionnaire ilio-obturateur bilatéral, en développant un programme de chirurgie robotique mini-invasive, en s'engageant dans un programme d'immunonutrition, en favorisant le traitement trimodal, RTUV, maximaliste, plus radiochimiothérapie. Alors ici, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais il y a un certain nombre d'options, de boutons sur lesquels on peut appuyer collégialement. Par exemple, la RAC, c'est la réhabilitation améliorée après chirurgie, ce qu'on appelle l'ERAS pour Enhanced Recovery After Surgery par les anglo-saxons. Et ça, c'est intéressant, parce que ça permet de dépoussiérer. Quand Véronique et moi, on travaille tous les deux à la Pitié, on faisait des préparations digestives pour toutes les cystectomies, en disant si on a besoin de récupérer un morceau de côlon, les gens ont une préparation digestive, donc on les hospitalisait 3-4 jours avant pour leur faire cette préparation qui d'une part est délétère sur la flore intestinale et le microbiote, qui d'autre part fait une nuit d'hospitalisation à 2 800 € la nuit pendant 4 jours de plus, parce que ce dont on ne parle pas, c'est les durées d'hospitalisation, et qui ne sert à rien. Donc aujourd'hui, on ne leur fait plus ça, ils rentrent le jour de leur intervention. Ils ont une sonde nasogastrique, on essaie de retirer le plus tôt possible s'il est malade en un péristatisme normal. On ne va pas parler de la population très spécifique des patients que Véronique prend en charge. Mais on est sur des gens qu'on leur donne un chewing-gum, on leur donne de l'eau rapidement. Donc plein de petits trucs qui font qu'on se force à sortir de notre zone de confort et de nos habitudes. Donc c'est simple la RAC en fait. Et puis on discute avec les médecins anesthésistes sur les protocoles pour éviter par exemple peut-être la morphine qui va être un très bel antalgique mais un très gros constipant. Donc voilà. Et l'aspect robot, ça n'a rien à voir avec la RAC, ça vient en plus. C'est la cerise sur le gâteau. On peut très bien opérer les gens sans faire de robot. Après, c'est un choix d'équipe. Il y a un leader dans une équipe, Véronique arrive quelque part, elle développe l'activité robotique et les chirurgiens, les plus jeunes, se forment. C'est un choix. Mais il ne peut pas y avoir dans une équipe aujourd'hui, je pense, un chirurgien qui dit « Ah non, moi je continue la cellio, ah non, moi je fais des xiphopubiennes et moi je fais du robot ». Ça ne marche pas. Donc en fait, de plus en plus, on a été élevé comme dans un sport individuel, comme si on faisait du tennis. Et en fait, on finit notre vie professionnelle à jouer comme si on était au football ou au rugby, dans un pacte, dans un collectif. Et c'est vrai qu'au début, ce n'est pas notre culture médicale de penser à plusieurs. Mais la réalité, elle est celle-là. Donc la RAC, oui, c'est un concept qui s'applique, mais bien au-delà du champ de l'urologie. Donc ceux qui nous observent peuvent très bien comprendre qu'en chirurgie digestive, c'est d'ailleurs plutôt eux les inventeurs de ça. Voilà. Mais il y a des items préopératoires, péropératoires et post-opératoires. Et puis surtout, on n'est pas obligé d'embrasser tous les items. On peut prendre quelque chose qui s'adapte au parcours de soins et au profil des patients qu'on reçoit. Et puis il y a les concepts d'immunonutrition. Ça, c'est intéressant. On dit que voilà, il n'y a pas que des médicaments très onéreux qui peuvent aider. C'est des patients qui ont parfois des profils un peu comme on voit en ORL, des profils nutritionnels parfois tabagiques ou alcoolo-tabagiques et qui vont pas bien répondre à l'agression que représente la chirurgie ou l'exérèse chirurgicale. Donc il y a une influence de ces mesures, et puis il y a une influence du volume opératoire. On a eu pendant des années des débats sur les seuils en obstétrique et les accouchements, etc. Il faut quand même se résoudre à l'idée qu'on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Et donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui les plateaux techniques se renforcent, et que probablement les gens ont intérêt à se déplacer vers un plateau technique à l'habitude plutôt que de choisir une proximité où les volumes ne sont pas importants. Et je dis souvent à les patients, ils nous interpellent en disant « Ah oui, est-ce qu'il y a des complications ?» Je dis « Il y a des complications, on en a tous. » Par contre, quand vous montez dans un avion avec un pilote qui a des complications, la plupart du temps, il arrive à gérer le trou d'air, etc. Donc nous, on a l'habitude de voir des complications, parce qu'on a 5-10% de complications, mais on opère 300 patients par an. Donc on en a 30 qui se compliquent. Et on sait les gérer.
Donc c'est ça la particularité des équipes entraînées, et je pense que c'est très important sur certaines chirurgies. Donc l'implication des équipes se fait à toutes les étapes, et surtout, si les équipes chirurgicales ou les équipes de bloc opératoire du plateau technique s'embarquent là-dedans, tout le reste du personnel va suivre. Les IA, les infirmières de salle, les infirmières du J0, etc. Tout le personnel est embarqué dans ce phénomène. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui vont se superposer, la RAC, le robot, l'ambulatoire. Il ne faut pas tout confondre, mais à un moment, les chemins s'entremêlent et se croisent, et une RAC optimisée peut conduire à faire de l'ambulatoire à l'aide d'un robot. Donc c'est des critères de qualité qui vont se superposer les uns aux autres. Et le robot, on en parle beaucoup actuellement, mais c'est un vieux sujet en fait en chirurgie, et les urologues et les gynécologues s'en sont très vite emparés dès les années 2000. C'est de la télémanipulation avec un rapport maître à esclave. Il n'y a pas d'autonomie du robot, parce que souvent on dit robot, on pense à Star Wars. Et en urologie, il y a les lasers, il y a les robots, donc les gens sont très très contents. Et puis il y a une fascination du grand public. Ça, c'est quand même étonnant. C'est la première fois que les gens viennent dans nos bureaux nous demander de se faire opérer au robot. Et je leur dis, mais si vous regardez un gars qui gagne en Formule 1, il a une bonne bagnole ou c'est un bon pilote ? Je dis un peu les deux quand même. On sait très bien qu'un bon pilote qui est dans une petite voiture électrique, il ne gagnera pas. Mais donc il faut qu'il ait une bonne bagnole et que ce soit un bon pilote. Donc ça, c'est des exemples de chirurgie aujourd'hui. Ça fascine les gens, ça leur permet de revisiter. Mais grâce à la robotique, qui est simplement une voie d'abord, un moyen d'aller d'un point A à un point B, eh bien, il y a beaucoup de chirurgiens de la chirurgie ouverte qui ont revisité leur anatomie et qui se sont améliorés aussi. Donc en tirant le système vers le haut, c'est tout le système qui gagne davantage. Télémanipulation, moins la promiscuité avec les mains dans les malades, et effectivement une ergonomie pour la reproductibilité du geste pour les chirurgiens. Donc ça, c'est important, parce que le malade qui est opéré en 3e dans la journée, il n'a pas envie d'avoir un gars qui est comme ça, tendu, avec des bas avaris, avec son 14e café. Donc voilà, quand vous savez que votre chirurgien il est reposé, qu'il va opérer dans de bonnes conditions, c'est intéressant. Aujourd'hui, il y a vraiment un développement de la chirurgie robotique en France, mais pas seulement, dans le monde, on va dire, occidental. La France est actuellement le 4e pays le mieux équipé après le Japon, les États-Unis et puis l'Allemagne. Et il y a à peu près 210 robots intuitifs. Alors c'est le fabricant historique. Il y a d'autres fabricants qui arrivent. Mais ça ne fait pas beaucoup par rapport au nombre d'interventions que tu as annoncé au départ. Parce on que estime qu'un robot qui tourne bien, c'est 350 à 400 interventions. Donc finalement... Par quelle période ? Pardon ? Sur un an. Sur un an, ouais. 350 par an, mais tu as dit qu'il y en avait combien de prostatectomie ? Oui, enfin... 25 000. Ah non, ouais. Elles ne sont pas toutes faites au robot, non ? Oui, mais on n'a pas dit ici ce soir qu'il fallait qu'elles soient faites au robot. On a dit qu'il fallait opérer avec l'outil qu'on avait l'habitude d'utiliser. Ça fait quel pourcentage au robot ? Alors, si tu vas à région parisienne, PACA, en fait, c'est les régions qui sont dotées. Voilà. Là, il y a beaucoup de robots. Tu vois, à la PHP, on a 95 ou 97% des prostatectomies sont faites au robot. Après, quand tu vas dans des régions sous-dotées, il y a moins de 50% de prostatectomies qui sont faites au robot. Donc... voilà, mais une fois de plus, s'il y a un choix d'une équipe, une orientation, il ne faut pas que dans l'équipe, il y a un mec dans le bureau A qui fasse de la cellio, un gars dans le bureau B qui fasse de la chirurgie ouverte et un gars dans le bureau C. Et in fine, on a bien quand même pu, avec tout ce qui a été fait, on a bien une vision globale, a posteriori, de qu'est-ce qui marche le mieux. Oui, alors ce qui marche le mieux, en tout cas sur les aspects, et c'est ce qui nous réunit ce soir, morbidité, en tout cas ça on a des arguments, peut-être pas carcinologiques, arguments, confort de vie, reprise de l'activité, alors pas toujours professionnel, parce qu'à 70 ans, à moyenne d'âge de nos malades, ils ne sont pas toujours très actifs, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'utilisation des antalgiques, durée d'hospitalisation, moi j'ai connu une période où j'étais externe, où les gens avaient une autotransfusion, passaient 3 semaines à l'hôpital. Là, on a poussé jusqu'à l'ambulatoire le curseur, je ne pense pas que ce soit très raisonnable, mais 48 heures d'hospitalisation, on les prévient à l'avance, ils sortent avec une sonde et les gens vont plutôt bien. Et il y a plein de paramètres d'insufflation sur lesquels on peut varier, péropératoire, la façon dont on va sangler le patient, etc. Et puis on a tous un rapport à la douleur qui est différent. Ça se trouve, Véronique peut marcher pieds nus sur les braises et pas moi. Donc... tu peux pas. donc voilà. Moi non plus. Donc c'est important. Mais c'est vrai que grâce à ces robots, on a des images
en fait, qui sont assez fascinantes dans les congrès, et tous ceux qui ne sont pas obligatoirement chirurgiens sont curieux de venir au bloc opératoire, ceux qui sont dans les métiers de l'aéronautique, l'administration, etc. Alors que ces chirurgies existaient depuis des années, mais ils n'avaient pas la curiosité de se penser par-dessus le champ, mais les gens veulent regarder dans la console. Donc les jeunes y adhèrent parce qu'il y a un côté geek, jeux vidéo. Les chirurgiens de notre génération s'y est convertis de toute façon. Et les plus anciens chirurgiens qui ne souhaitaient pas y passer, qui ont vu dans leurs équipes les gens migrer vers le robot, ont laissé faire en disant je confine mes malades. Et nous, on a vu cette transition s'opérer à la Pitié, à Tenon, etc. Et c'est quand même assez important. Mais je le redis, ce sont des choix d'équipe avec des robots qui évoluent un peu comme les smartphones. Et donc la dernière génération qui vient d'avoir une AMM sur le marché européen et qui n'est pas encore positionnée en France, mais ça ne saurait tarder, c'est ce qu'on appelle le single port, avec un seul orifice trocar et qui se déploie comme une toile d'araignée, comme vous le voyez à l'écran, avec les outils qui se déploient comme de multiples endoscopes. Donc au lieu d'avoir plusieurs trous pour mettre les bras du robot, il y a un seul bras et les outils se déploient dans la cavité abdominale à l'intérieur. Donc c'est intéressant, mais c'est encore une autre forme d'opération et qui est techniquement compliquée. Je reviens à la cystectomie. Il faut choisir des modes de dérivation urinaire. On va revenir là-dessus, mais ça, c'est des aspects fonctionnels. Mais là encore, l'idée, c'est de préserver l'unité fonctionnelle rénale, de ne pas avoir un régime de pression qui soit intolérable dans le haut appareil urinaire, de respecter les indications. Et sur le papier, d'aucuns choisiraient volontiers une néovessie en disant c'est super, je ne vais pas avoir une poche avec une stomie. Mais Véronique l'a souligné tout à l'heure, ce n'est pas toujours facile à gérer. Il faut pouvoir conserver un réservoir à basse pression. Il y a des infections, il y a du mucus puisque c'est du tube digestif. Donc c'est un microbiote digestif qui est mélangé avec un écosystème urinaire. Et donc il y a des patients qui doivent être rigoureux dans l'astreinte de se lever, parfois le recours aux autosondages. Et donc c'est pas obligatoirement simple, même si ça l'est sur le papier. Les choix qui ont l'air spontanés sur le papier ne donnent pas obligatoirement les résultats escomptés dans la pratique. Donc on peut avoir des gens guéris du cancer, mais déçus de leur vie. Et ça, c'est terrible, parce que finalement, ils sont en rémission, on s'est battu pour eux, on a engagé des coûts, une solidarité du système de santé, puis finalement, ils se disent à quoi bon vivre dans cette situation. Et puis, les médecins sont narcissiques, donc il y a autant de néovessies qu'il y a de lettres dans l'alphabet, chacun veut laisser sa néovessie, la néovessie de Studer, de Stors, de Foch, de je ne sais pas où. C'est quand même un peu bizarre. Donc aujourd'hui, il faut peut-être faire simple, avec des règles, bien établies, et ne pas chercher à compliquer la situation. Sur les résultats de continence, Véronique en parlera mieux que moi. Elle était il y a quelques jours à un colloque où elle l'a très bien fait. Là aussi, la façon dont c'est évalué n'est pas très très précise. C'est un peu à l'emporte-pièce par des chirurgiens qui sont trop contents de leurs résultats carcinologiques et qui font pas terrible sur le plan fonctionnel, parce que c'est vraiment deux aspects de l'urologie qui sont différents et deux mondes qui se croisent. Et parfois, les gens qui sont dans les congrès de cancérologie ne sont pas très exigeants sur les résultats du fonctionnel. Donc, justement, avec Véronique, on a des projets en commun d'évaluation de la qualité de vie. Tu vois, c'est des termes qui commencent à apparaître sur le confort de vie, la qualité de vie. Et il y a beaucoup de choses comme les Patient Reported Outcomes qui viennent dans les congrès américains. Et puis, en termes de bien faire vis-à-vis de nos malades, et Véronique est dans le bureau de l'Association française d'urologie, il y a des fiches pour les patients d'information. Bien sûr, en cas de procédure, on va vous demander si vous avez des données d'information éclairées, mais je pense que ces fiches, elles sont standardisées, elles sont faites par notre seule et unique société savante, avec une notion de consentement éclairé, les principales complications qui sont rappelées. Ça me semble être des documents simples à distribuer. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres sociétés savantes, mais nous, on recommande, autant que faire se peut, de donner ces documents avant la chirurgie. Je sais qu'on en a également pour Aspro en multispécialité qui sont faites par les chefs de pôle et qui sont c'est important parce que qui ne se concurrencent pas. Si on a ça, au contraire, mais si on a ça dans le dossier, s'il y a une saisie de dossier, on est dans le dire, voilà, nous, il y a une signature, le patient a lu le document et au moins on fait preuve de bonne foi, j'allais dire. C'est un élément de preuve de l'information. Donc, je pense que dans le cas de l'information éclairée, dans un souci de réduire la morbidité, c'est aussi l'accepter la morbidité. Et donc, quand vous faites ce voyage de la cystectomie, vous devez accepter de traverser quelques épreuves et il y a des aspects importants. Donc, sur ces aspects-là, voilà ce que je voulais vous dire. On va peut-être
discuter avec Véronique maintenant des aspects fonctionnels qui sont quand même un autre univers de l'urologie. Mais c'est quand même un univers extrêmement important parce qu'on parlait de combien de plusieurs dizaines de milliers de prostatectomies. On met quand même entre 25 000 et 30 000 bandelettes sous-urétrales en France. Pas que les urologues, bien entendu. Il y a aussi les gynécologues. Et ce soir, je voulais... C'est réparti comment entre les deux? Je pense qu'il y a plus de gynécos qui portent plus de gynécos que d'urologues. Les urologues. Oui, d'accord. Mais après, je ne connais pas bien la proportion exacte. Mais ils sont plus nombreux que nous déjà. Voilà, c'est ça. Et puis, je voulais vous parler donc, des complications des bandelettes sous-urétrales. On ne parlera pas de toutes les complications, mais peut-être faire passer quelques réflexions, quelques messages clés. Vous savez que c'est un topic actuellement extrêmement chaud sur le plan médico-légal, car des associations de patientes se sont constituées pour dénoncer les complications des bandelettes sous-urétrales. Donc tout ça a commencé en fait en 2008 où la FDA a émis en fait un warning sur la sécurité de certains implants vaginaux. D'abord les implants vaginaux traités pour prolapsus et puis ensuite étendus aux bandelettes sous-urétrales synthétiques qui restent actuellement le premier traitement d'incontinence urinaire à l'effort de la femme classique. Ensuite, elle a demandé, la FDA, qu'il y ait vraiment des études de surveillance en post-market pour prouver l'innocuité et l'efficacité de ces bandelettes sous-urétrales. Si vous me demandez un chiffre de complications, je vais vous dire que c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne tient pas, personnellement ou nationalement, des registres prospectifs qui disent, voilà, combien j'ai posé de bandelettes par an et combien j'ai de complications. On peut dire combien j'ai eu de complications, mais on ne sait pas combien on en a posé en réalité. Le dénominateur manque pour expliquer la prévalence, l'incidence, etc. Il y a eu des études rétrospectives et le chiffre, là, il y a un registre français qui s'appelle Vigimesh, dit qu'il y a environ 2,8% de complications graves liées aux implants vaginaux, que ce soit des implants sous-urétrales synthétiques pour bandelette incontinence urinaire, que pour les implants de prolapsus qui n'existent plus, qui sont interdites au marché depuis quelques années en France, qui ont été retirés du marché en raison des complications. C'est comment la différence entre, on voit tout le temps, souvent dans les comptes rendus, TVT, TOT, il y a quelques années, quelle est vraiment la différence et qu'est-ce qui amène actuellement maintenant le plus de complications dans ce que tu vois a posteriori? Est-ce que ça a un sens? Ah oui, c'est majeur. La différence est majeure. En plus, les patients demandent qu'on leur explique. Et on va revenir sur la réglementation actuellement en vigueur. Il faut l'expliquer aux patientes, ce que vous implantez. Il y a plus de complications avec le TVT. Le profil des complications est différent, en fait. Donc, quand on met un TVT, tout le monde fait des plaies de vessie, etc. Bon, c'est pour ça qu'on fait une cystoscopie péropératoire. L'important, c'est de pouvoir l'identifier et puis repasser. Et puis, voilà. On a plus de rétention urinaire ou de dysurie après un TVT, par exemple. Mais voilà, une perforation vésicale en péropératoire, il n'y a pas de conséquence si on la reconnaît. C'est comme si vous mettiez un cathéter suspubien à une patiente et puis vous retirez l'autre quart et puis vous repassez ailleurs et puis ça se passe bien. En revanche, il y a des complications douloureuses avec le TOT. Des complications, des douleurs neuropathiques, des douleurs myofasciales, des douleurs liées à la lésion des nerfs obturateurs qui sont mal connues. Et le problème de ces douleurs, c'est qu'elles sont difficiles à traiter parce que retirer une bandelette transobturatrice, actuellement, c'est très délétère. Retirer une bandelette CVT, on peut la faire par voie abdominale, par voie ovaire, par voie cœlioscopie, comme tu l'as publié dans European Urology il y a quelques années. On l'a fait par voie robotique maintenant, parce que ça donne une excellente vision. On peut retirer tout le matériel en sécurité. Retirer un TOT, ça veut dire inciser les cuisses, aller chercher parmi les muscles adducteurs, etc., la bandelette, et ensuite la repasser par le vagin. Personne ne fait ça en routine. Donc ce qui veut dire que si les bandelettes sont retirées, elles le sont dans la majorité des cas, pour celles-ci partiellement. Exactement. Et donc, en fait, finalement, dans les études, il y a plus de retrait de TVT que de TOT. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de complications douloureuses avec le TVT que le TOT. C'est que le TVT est plus accessible à l'ablation qu'un TOT. Voyez ? Donc ça, c'est la subtilité. Alors, il y a, depuis 2020, et j'aimerais vraiment sensibiliser nos collègues là-dessus, il y a une réglementation extrêmement stricte pour la pose des bandelettes sous-urétrales. Ça ne concerne que les bandelettes sous-urétrales synthétiques, ça ne concerne pas d'autres chirurgies de l'incontinence urinaire à l'effort. Il faut une RCP pour toutes les poses. Alors,
C'est compliqué parce qu'une RCP, ça doit comprendre un urologue et un gynécologue obligatoirement. Donc on n'est pas forcément tous organisés avec un urologue sous le bras pour les gynécos et puis un gynéco sous le bras pour un urologue. Toutes les autres spécialités peuvent intervenir, telles que les médecins de la rééducation, les chirurgiens colorectaux, etc., en fonction des symptômes de la patiente, mais il faut une RCP avec 2 spécialités minimum. Donc déjà, ça impose à nos collègues de s'organiser, si on n'est pas dans les CHU, etc. Ensuite, c'est vrai qu'il faut également une pratique régulière de cette pose de bandelettes sous-urétrales. Il y a des seuils? Il y a un seuil. Ce n'est pas des seuils individuels, c'est des seuils d'établissement, on peut en critiquer comme on veut. C'est 15 bandelettes. C'est sûr qu'un chirurgien qui met 15 bandelettes par an ou 15 chirurgiens qui mettent une bandelette par an dans le même centre, c'est pas pareil. Mais voilà. Et il faut avoir prouvé qu'on a une pratique régulière. Donc ça reste vague, mais voilà. Et puis, attention, parce que cette réglementation, c'est un décret ministériel. On est quand même passé à 2 doigts de l'interdiction totale de pose de bandelettes sous-urétrales en France il y a 3 ans. Donc soit on respecte la réglementation, soit on n'a pas le droit de le faire. Voilà. Et puis la RCP, elle est discutée. Il faut que la patiente ait le temps de réfléchir après avoir réceptionné l'avis de la RCP. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas discuter un dossier la veille d'une chirurgie ou la semaine d'avant. Le délai maintenant, c'est 1 mois. Un peu comme en esthétique. Alors. Exactement. En esthétique, il y a 15 jours, alors que normalement, il faut du temps. Mais c'est pas, là, c'est pareil. Oui. C'est combien Avant, de temps? on commençait 15 jours, maintenant, c'est 1 mois. 1 mois. Donc il faut anticiper les choses à la droite. Ça demande quand même de l'organisation. Exactement. Ah oui, ça freine ça. Hein. On a beaucoup de questions actuellement de nos collègues qui disent mais moi je vais faire comment? Et puis nos patientes elles débarquent et puis elles veulent plein de questions parce qu'elles ont lu tous les reportages, les enquêtes Mediapart, la classe action, le documentaire d'Élise Lucet qui nous montre tous du doigt est-ce qu'on doit arrêter en fait cette chirurgie dans les années qui arrivent parce qu'il y a trop de risques médico-légaux. Savez-vous en plus, Morgane, je te pose la question parce que tu es urologue, que la fiche AFU que tu donnes aux malades, qui dit bandelettes sous-urétrales rétropubienne ou transobturatrice, il y a 2 fiches différentes, n'est pas suffisante. Parce que la vraie fiche obligatoire, c'est la fiche du ministère. Et savais-tu qu'il y avait une fiche ministère sur l'incontinence urinaire des femmes? Je ne savais pas. Et ben voilà. Mais peut-être que l'AFU pourrait la promulguer. Exactement, mais elle est cachée quelque part sur le site internet du ministère, mais si vous voulez la trouver, voilà. Mais il y a une fiche qui est obligatoire à donner, qui est celle-là. Et en fait, elle explique ce que c'est qu'une incontinence urinaire à l'effort et elle explique les différents types de bandelettes avec des schémas compréhensibles pour les patientes. Un TVT, ça passe en rétropubien, un TOT, c'est en transsupuratoire, et ça explique les complications, etc. Ça fait des pages et des pages. Hein. Et ce document, il est obligatoire. J'avoue, il y a plein de gens qui ne le donnent pas, parce que personne ne le sait. Moi, c'est un décret, tu rentres tout de suite dans des procédures légales, de ne pas le respecter. C'est du pénal rapidement. Quoi. Donc, et ben voilà. Et c'est pour ça que ce soir, il faut en parler, et puis il faut s'organiser. Et d'ailleurs, même si le patient descend en bloc sans cette fiche, il devrait ne pas être opéré. Parce que pendant des années, on a fait les formulaires de Creutzfeldt-Jacob, et souvenez-vous, pendant le Covid, le nombre de patients qui ont été récusés puisqu'ils étaient avec des tests positifs. On devrait dire pas de pause s'il n'y a pas la fiche. Exactement. Et puis, les patientes qui portent plainte actuellement, elles disent, mais voilà, il y a un décret, on fait un sondage, une enquête auprès des urologues, des gynécos, personne ne respecte le décret. Mais ils ont compris les conséquences pour eux, puisque c'est un décret de ne pas le respecter. Parce qu'il n'y a pas eu assez de discussions, et je pense donc c'est l'intérêt de ces formations et de ces tables rondes, c'est l'éducation. Fondamentale. Alors on parle d'éducation thérapeutique pour nos patients, mais je pense que c'est de l'éducation pédagogique qu'on est en train de faire. Exactement, c'est pour pouvoir continuer à faire cette chirurgie, qui est une chirurgie qui rend des services à plus de 90% des femmes, qui est efficace, avec un recul de plus de 20 ans, etc., qu'on puisse continuer à faire cette chirurgie en toute sécurité et puis en informant les patientes de manière adéquate. Sinon, on va retourner au Birch. J'allais te le dire, qu'est-ce qu'on a là, c'est simple. Retour à l'ère des dinosaures, la dysurie, le prolapsus, la poussée, les autosondages. Les couches. Les couches. Voilà. Donc il faut qu'on défende encore des chirurgies mini-invasives efficaces, mais attention à nos pratiques. Et voilà. Et c'est pas fini parce que avant, si on pose beaucoup de bandelettes, on est surchargé en consultation de revoir les patientes à 1 mois. Mais c'est obligatoire. On ne peut plus les revoir dans 3 mois ou dans 6 mois comme on le faisait avant.
Maintenant, c'est 1 mois, il faut les revoir en consultation, faire un toucher vaginal pour voir si c'est pas érodé, la cicatrice et les douleurs, bien sûr les fuites, je veux dire accessoirement le résultat sur la continence quand même, mais toutes les complications. Et puis les revoir aussi à 1 an. Voilà, pour en rendre compte Enfin, le flux des malades. pour que ça aille aussi haut en termes de publication au journal officiel, ça veut dire qu'ils se sont emparés du sujet à niveau ministériel. C'est pas la société savante. C'est les classes actions. Exactement. Et donc ça, c'est les vagues du système américain qui sont venus se fracasser sur nos systèmes de santé. Nous, à l'AFU, on reçoit toutes les semaines des appels au secours, des témoignages, l'AFU ne fait rien pour les patientes. Nous, on voudrait avoir un dossier MDPH, invalidité, reconnaissance de l'invalidité liée aux bandelettes, etc. Donc, c'est vrai que le climat émotionnel est très important, mais après, nous, en tant que chirurgien urologue, il faut essayer, ou gynéco, il faut rester un rationnel. Et est-ce qu'il y a eu des mises en cause de laboratoire parce que du matériel a été considéré comme plus délétère que d'autres ou pas? Oui. Il y a eu des trucs comme ça, oui, de laboratoire? Alors, tout est parti sur les bandelettes de prolapsus, les plaques de prolapsus qu'on leur mettait par voie transvaginale, les Prolift, etc., où il y avait quelques années, on prenait n'importe quoi, on les découpait dans la cuisine et puis on les mettait. C'est un peu caricatural, mais c'est ce qu'on faisait. Pas nous, enfin, c'est ce que les gens faisaient, on va dire. Je vais me dépersonnaliser le truc parce que je ne fais pas ça. Et je ne sais pas mettre des bandelettes transvaginales de prolapsus. Mais on découpait également des plaques de hernie inguinale. C'est pas le même grammage. On transférait. C'est pas le même grammage, c'est pas le même... Mais on le faisait parce qu'on disait que c'était bien et puis voilà. C'est comme si on utilisait une prothèse de hanche pour faire une prothèse d'épaule, quoi. Exactement. Donc, résultat des courses, c'est interdit. Maintenant, il faut vraiment des études, etc. Donc, beaucoup de laboratoires se sont désengagés de ce processus. Ouais. Donc, récemment, pour ne pas citer, mais je peux citer Boston Scientific, par exemple, qui est quand même un énorme labo, s'est retiré du marché des bandelettes sous-urétrales synthétiques, non pas parce que leurs bandelettes étaient pourries, mais parce qu'ils ne veulent pas s'engager dans une étude de sécurité, d'IQT, etc. Et il y a de moins en moins de bandelettes autorisées. Il y a une liste de bandelettes qui est très réduite, autorisée intra-GHS, mais beaucoup de labos se désengagent. Donc, si les labos ne font pas les bonnes études pour qu'on puisse continuer à en mettre, ça sera retour au beurre chez tout le reste, c'est sûr. En termes pas sympa, ça. Ouais. C'est vraiment pas sympa. C'est urgent. Il faut s'en occuper. Il faut s'organiser, il faut créer CRCP. Il n'y a pas tous les hôpitaux, il y a des urologues et des gynécologues. Exactement. Il faut former, il faut sensibiliser. Nous, on n'arrête pas. On dit que vous posez des bandelettes. Mais sinon, ce sera un gisement de sinistralité et en gynécologie, et en urologie, et puis probablement des hordes de patients qui ne seront pas traités, pas soignés. Moi, j'en ai vu tellement dans ma carrière de pauses. J'ai vu des jeunes femmes, même après un accouchement, très rapidement bénéficier ou pas bénéficier, je ne sais pas, de ce genre de choses pour stopper des fuites à l'effort qu'elles... Bon, voilà. Et en fait, on ne leur propose pas, en dehors de trucs lourds comme le beurre. Est-ce qu'actuellement, on a des pistes de recherche pour pallier à éventuellement un abandon de bandelettes? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, actuellement, si on fait de la chirurgie de l'incontinence urinaire, on ne peut pas faire de cette chirurgie si on dit, moi, de toute façon, je sais faire que les bandelettes et je propose que les bandelettes parce qu'il n'y a que ça que je sais faire. Ce n'est pas entendable en 2023-2024. Si on veut faire l'incontinence urinaire, je ne pense pas qu'il faut savoir tout faire, mais il faut savoir en parler au moins. Donc déjà, il faut faire de la kiné, on peut mettre des tampons, on peut porter des PCR. Là, on aura épuisé tout le stock du traitement conservateur. Et c'est des solutions qui peuvent améliorer les patientes. 70% des patientes sont améliorées. Et des patientes qui ne veulent pas forcément de la chirurgie ou qui sont jeunes, qui veulent encore accoucher, etc. C'est des solutions qui existent, qu'il faut proposer et qui peuvent sauver les patientes. Et on n'est pas à la cause, on n'est pas à l'incurrentisation sur les faire, tac, on va tout de suite leur mettre des bandelettes. Non, il y a la rééducation, la perte de poids, je mets des tampons, je mets des PCR, etc. Tout ça, ça fonctionne. Ensuite, en termes de chirurgie, si on regarde les recommandations européennes, parce qu'il n'y a pas de recommandations françaises, le meilleur traitement actuel de l'incontinence urinaire à l'effort, sans parler des complications, je dis vraiment en termes de zéro fuite, c'est les bandelettes autologues. Donc on découpe des bandelettes aponevrotiques dans le muscle grand droit de l'abdomen ou dans le tenseur du fascia lata, et on va créer un soutènement sous l'urètre comme un TVT, et que l'on va fixer, on va tirer très très fort au niveau... Comme un lambeau, quoi. Comme un lambeau. C'est le meilleur traitement.
Mais alors, vous allez dire, pourquoi on ne fait pas ça? C'est sûr que si vous tirez très très fort, vous ne pouvez plus pisser. Et comme être continent, c'est rééquilibrer quand même la continence et la vidange, il y a des risques d'autosondage. Donc il y a grandes études américaines, ils disent que c'est le meilleur traitement, mais meilleur traitement, 50% d'autosondage, ça passe. Mais les patientes, il faut leur expliquer que c'est possible. Mais est-ce qu'elles sont prêtes à s'autosonder? Ça, il faut leur en informer. C'est effrayant tout ça. Ensuite, le deuxième traitement le plus efficace, c'est les bandelettes. Mais voilà les complications des bandelettes que vous voyez à l'écran. Dysurie 23%, infection 17%, hyperactivité vésicale de novo 10 à 15%, les douleurs 4,5 à 9% et plus avec les TOT, les expositions prothétiques, que ce soit les érosions vaginales, vésicales, urétrales, 2,7 à 4,4%. Donc oui, c'est un très bon traitement, moyennant toutes ces complications. Autre traitement très efficace, colposuspension de Birch, à l'ancienne. Mais bon, il faut être ouvert du ventre, c'est plus du mini-invasif. Effectivement, ça sert un peu, donc on a un risque de dysurie. On pousse pour faire pipi. Si on pousse pour faire pipi, quand on est une femme, on développe des rectocèles. On a l'impression de rétro-pédaler un peu. On va avoir des descentes d'organes. Et dans quelques années, l'histoire d'évolution naturelle du Birch, c'est d'être opéré de la descente d'organes. Voilà, c'est ça. Mais ça, il faut l'expliquer aux malades. Et ce que tu dis pour quelque chose qui est extrêmement fréquent, tous les prolapsus, les descentes d'organes, que ce soit recto, enfin peu importe. Rectocèle, cystocèle, tout ça, ça va ensemble. Toutes les femmes, beaucoup de femmes à un certain âge vont souffrir de ça, ce qui est un peu... Et tu leur proposes quoi maintenant? Parce qu'avant, on pouvait faire aussi des suspensions faciles, transvaginales. Alors maintenant que les bandelettes en plus transvaginales sont interdites, et je pense qu'effectivement c'était un mauvais traitement avec source de grosses complications, sachez que la promontofixation célioscopique, qui est le traitement référence quand même des prolapsus antérieurs, et dans la ligne de mire, comme les bandelettes sous-urétrales, avec une RCP, un seuil, l'information, la fiche. Oui. Ouais. C'est pareil. Il y a quoi? Alors, il ne reste plus que le l'épaisseur. Nous, on a une activité soutenue en alors, fonctionnel. c'était bien d'être une femme en 2024, finalement. Mais il ne faut plus proposer... Ça reste des très bons traitements, mais il ne faut pas les proposer comme ça à la légère. Ensuite, se pose la question, bon, ok, je sais parler de tous les traitements, il faut parler de tous ces traitements aux patients. Oui, bien sûr, parce qu'elles sont dans les recommandations tous sur la même ligne. C'est-à-dire, il n'y en a pas un favorisé, le TVT favorisé. Non, il faut proposer les options et ensuite on voit. Il y a des injections de gel, de bulkamine, etc. Et on peut encore faire du TOT? On peut. D'accord. Mais il faut informer la malade. Je croyais qu'il fallait privilégier le TVT. Parce que c'est plus facile à retirer. Donc, mais de toute façon, les répercussions, c'est qu'il y a quand même moins de fabricants sur le marché. Ce n'est pas quelque chose de très lucratif quand on parle de ça par rapport à l'immunothérapie. Et donc les pharmaciens qui approvisionnent les blocs opératoires, ils ont peut-être aussi moins d'interlocuteurs qui fournissent derrière. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut vraiment, il y a vraiment la spécialité maintenant du prolapsus et de la fuite urinaire. C'est devenu une spécialité branche de l'urologie, mais... En fait, les tutelles... c'est spécialiste du périnée, quoi. Exactement, il faut être... on ne peut pas être spécialiste de la bandelette sous-urétrale, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Une technique, oui. Aucun sens. La pathologie. Les TOT ont révolutionné le monde fonctionnel parce que c'était facile à poser, c'était vite fait, ça faisait en 5 minutes, etc. Et donc ça a pris vraiment de l'ampleur par rapport au TVT où il fallait sortir le cystoscope, c'était un peu plus compliqué. Mais maintenant, on ne peut pas être spécialiste d'une technique. Ceux qui font de l'incontinence urinaire devraient savoir parler du sphincter artificiel, des injections d'agents comblants, des PCR. Il faut savoir parler de tout. Pas de tout maîtriser en termes techniques, mais savoir parler de tout. Se soulève maintenant une deuxième question. Est-ce qu'actuellement, tu parlais des complications de la cystectomie et de l'entéroplastie, etc., Morgane, tu dis, voilà, nous, on est un grand centre, mais on a des complications, mais on sait gérer les complications. Ma question, c'est combien de praticiens actuellement savent gérer les complications liées aux bandelettes sous-urétrales? Tu veux dire l'explantation? L'explantation. Mais pas uniquement. Et puis quand on explante, il y a des risques. Fistule rétrovaginale, fistule vésico-vaginale. Si vous explantez les TOT, vous pouvez léser les nerfs obturateurs, plaie du grêle, Combien de gens sont capables de gérer les complications? Est-ce qu'on peut envisager actuellement de mettre un implant dont on ne sait pas gérer les complications? On ne le fait pas pour les cystectomies, on ne fait pas. Ceux qui font des prostatectomies savent gérer la fistule anastomotique. Et je soulève des interrogations, des questions que les malades, en fait, les associations de patients soulèvent. Et donc actuellement, les complications de bandelette,
ce que veulent faire les sociétés savantes et également les tutelles, c'est de les mettre dans des centres experts qui ont l'habitude, qui font ça avec des seuils, des plateaux techniques, etc. Il y en a trop de femmes qui ont eu ça. Ce que tu disais, Ah bah, il y en a Il y aura 25 000. très peu d'opérés, très peu d'élus. On est actuellement envahi. Je me fais mon propre recrutement de complications de branlette, mais j'ai pas envie de faire que ça de toute ma vie non plus. J'aimerais que tous les praticiens puissent y participer, parce qu'il y a quand même d'autres chirurgies intéressantes. Faire une carrière là-dessus. Voilà, on pourrait faire une carrière, mais c'est lourd. Et c'est vrai que c'est très bien cette émission de ce soir, parce que ça va faire réfléchir. Bah oui, Est-ce bien que je sûr. peux mettre un TOT si je ne sais pas assumer les complications des TOT? Voilà. Oui. Donc, Ouais. c'est... Il y a une règle générale en médecine, quand on fait quelque chose, on doit pouvoir réparer la complication. c'est ce que demandent les patientes actuellement. C'est une règle. Et là, si ça n'est pas, c'est compliqué, quoi. Et puis, les patientes reprochent le fait de ne pas être examinées. Là, on ne va peut-être pas faire le cas clinique parce qu'on a peut-être soulevé toutes les idées Examiner, mais comment importantes. est-ce possible de ne pas examiner avant de mettre quelque chose d'invasif? Ça arrive, ça? Mais malheureusement, oui. Parce qu'il y a des praticiens qui vont dire, je vais examiner la patiente au bloc opératoire, mais elle est sous anesthésie, donc elle ne peut pas tousser, elle ne peut pas nous dire la sensation quand la vessie est pleine. Les douleurs... Ça fait complètement l'impasse sur toute l'information avant s'il n'y a pas eu d'examen pour Donc expliquer, il faut pour rester les pragmatique choses. et quoi. respecter les étapes. Les douleurs dont on parle, c'est pas que des douleurs impossibles à gérer. Les douleurs, c'est d'abord dû aux érosions. Les érosions, c'est clinique. La dame, elle a mal, ça accroche un peu au rapport sexuel, etc. Elle a un peu de saignement. Ben, on l'examine, on fait un toucher vaginal, on fait une fibro, on a le diagnostic. Mais c'est jamais fait. C'est pas compliqué pourtant, ça. Les patientes ont une errance diagnostique. Ce sera un gros de ça. gisement et c'est de sinistralité aussi pour les années. Ah à oui, venir. là, Donc c'est vraiment, on important. marche sur des œufs, il faut se protéger, voilà, Et on c'est est pour là ça que pour... cette table ronde n'a rien à voir spécifiquement avec l'urologie, parce Non. qu'elle touche tout l'univers des Là, gynécos, on des voit urologues, gynéco, urologue. Tu dis que comme il y a beaucoup plus de gynécos, forcément... et j'imagine que les gynécologues participent avec les urologues à la réflexion de tout ça, puisqu'ils sont dans le viseur des classes actions de la même façon. Bien sûr. Ah oui, bien sûr, Pareil. bien sûr. C'est une réflexion Avec- commune. C'est tout l'écosystème. Avec un souci, c'est parce que les complications là qu'on a listées, les rétentions, les vessies hyperactives, c'est des complications urologiques. Et je veux pas, moi je m'entends très bien avec les gynécologues, je travaille avec eux tous les jours, etc. C'est que, est-ce que finalement les gynécologues sont aussi formés à gérer des complications urologiques ? Moi, je ne suis pas formée à gérer des complications gynéco, donc je ne fais pas d'hystérectomie, je ne m'aventure pas dans ces terrains-là, mais ça soulève des questions. Ou alors, s'ils ne sont pas formés, ils ont au moins un copain urologue pour le faire. Et c'est ce que les gens Mais demandent. on en vient quand même à l'extrême spécialisation, parce que quand on forme oui. nos internes, on avait des DES à l'époque, quand on était inscrit à l'internat avec Véronique, on faisait le DES de chirurgie générale, puis après le DESC d'urologie. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois qu'on est dans des surdomaines d'exercice qui font que moi, chirurgien du cancer, je ne peux pas très bien appréhender tout ça. Et on en revient à la RCP. On va vous dire, vous êtes dans des grands services. OK ? Mais quand tu es dans un grand service où il y a le professeur Fay, le professeur Roupret, puis le professeur, je ne sais pas, le docteur Drouin qui sont à côté, et l'une est spécialiste de la transplantation, l'autre du fonctionnel et l'autre de la RCP, quelle est ma raison d'être dans la RCP de Véronique Fay ? C'est faible en fait. Donc en fait, il vaut mieux être dans des réseaux, j'allais dire, où les gens travaillent ensemble sur ces thématiques. Et ça, c'est très important, parce qu'on dit qu'il y avait tant d'urologues à la RCP, mais lesquels pouvaient revendiquer être des spécialistes de ce qu'évoque Véronique. Voilà. Donc du bon sens, beaucoup de staff, beaucoup de collaboration, et la preuve de l'information. Et ça, je crois que c'est aussi un des messages de ce soir, qu'on ne cesse de disséminer sur Branchet TV, mais là, plus que jamais, alors, en tout cas. En tout cas, je pense qu'il y a une chose à faire, c'est que les fiches qui sont distribuées par Aspro, qui aident à l'information des patients, il faut les regarder de très très près. Moi, je ne suis pas du tout certain qu'il y ait et tout probablement ça. Je crois même solliciter que non. le chef de pôle de gynéco et Oui, l'inciter à regarder ce programme. Non, Oui, mais oui, juste oui. pour revisiter un petit peu ces aspects-là. Donc documentaires. là, il y a Ouais. des recommandations de bonnes pratiques. HAS, Association française du rôle, les collèges de gynéco, les sociétés de gynéco, la CIFUD, sur les complications de la chirurgie avec prothèse de l'incontinence urinaire d'effort et du prolapsus. 16 mars 23, donc, Eh oui. c'est très récent. Et vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que, quelques autres messages, c'est que déjà, on n'implante que
ce qui est autorisé. Ça semble... On finit pas les stocks. On finit pas les stocks. Voilà. Comme je le disais en off tout à l'heure, quand on fait des formations, parce que c'est notre rôle et il faut qu'on le fasse pour qu'on puisse préserver ces traitements. Quand j'avais fait la formation à l'affût sur les implants prothétiques, il y avait un monsieur qui avait levé le doigt et qui me dit « Mais moi, je ne comprends pas, ma bandelette n'est pas dans la liste. » Donc je lui dis à votre avis, pourquoi Voilà, donc ça part de là. Ensuite, on ne détourne pas l'usage des bandelettes. On ne détourne pas l'usage des bandelettes. Ça, c'est pas possible. Quand on se débalade dans les centres, y compris dans les centres à l'étranger, combien de bandelettes pour des réparations pariétales de hernie sont utilisées pour les vagins? Mais ça, c'est pas du tout la même chose. Il faut arrêter. C'est pas les mêmes mailles de filet. Voilà. Ensuite, il y a eu beaucoup de poses de mini-bandelettes, vous savez, les petites Altis, parce qu'on faisait des petites incisions et ça prenait 3 minutes pour mettre ces bandelettes. Une seule incision, elles avaient été inventées pour diminuer les bandelettes, les douleurs dues au passage transobturateur, les douleurs, voilà. Ouais. Les mini-bandelettes, on en a mis à gogo, etc. Nous, on avait essayé de faire une étude. Le labo n'avait pas soutenu l'étude parce que ça coûte cher, etc. Donc je lui ai dit, moi, j'en pose pas. Voilà. Moi, c'est une étude, un registre. Si c'est un nouveau matériel, sinon, j'en pose pas. Résultat des courses, cette bandelette est retirée du marché. Interdiction totale. Donc, il n'y a aucune mini-bandelette qui figure dans la liste des bandelettes autorisées. Donc, il faut faire attention. Quand il y a quelqu'un qui vient avec une nouvelle bandelette, on ne les pose pas comme ça. Si elle n'est pas dans la liste, c'est une étude. C'était un des problèmes. C'est la loi. Le device, parce que dès qu'il y a un marquage CE, on peut... c'est pas comme dans le médicament, tu vois. Donc, je comprends bien. C'est quand même intriguant. Et puis, alors, les complications, elles sont discutées en RCP avec toute la bande, gynéco, urologue, etc. On informe la malade, mais les recommandations insistent sur le fait que, quelle que soit la complication, si vous voulez la retirer, par exemple, vous devez informer la malade que peut-être que vous n'arriverez pas à retirer le matériel et que peut-être que l'état de la patiente peut être encore pire que maintenant après votre chirurgie d'explantation. Est-ce qu'elle les accepte Alors, les patientes qui sont désespérées, qui sont très douloureuses, oui, elles viennent, elles disent « moi, je ne veux plus en entendre parler ». Alors, est-ce que vous vous rendez compte que vous allez peut-être devenir incontinente, je vais faire des trous dans l'urètre, dans le vagin, dans le côlon, dans le truc. Oui, je sais. Bon, alors, dans ce cas-là, on y va. Ou alors, non, je ne veux pas, je venais juste savoir si quand j'ai mal à l'oreille, j'ai mal... Du tout au tout. Exactement. Mais c'est compliqué. Mais il faut prendre le temps de questionner nos chirurgies. Une femme qui développe une complication, il faut l'examiner, il faut l'écouter. Une femme douloureuse, ce n'est pas une femme hystérique. Il faut d'abord se remettre en question. Elle dénonce l'errance du diagnostic. Elle dénonce le fait qu'elles n'aient pas été informées de manière adéquate. Et puis, il faut, je pense, soit référer, si on n'a pas le plateau technique ou le plateau d'experts à faire, mais il ne faut jamais ignorer ces plaintes. Voilà. Voilà. On arrive à la fin de cette émission. Enfin, tout ce que vous avez dit est absolument passionnant, mais ce que tu dis est absolument effrayant. Parce que on voit bien que tout ça, on n'a pas tellement de porte de sortie finalement, puisque le tableau est épouvantable. Remettons toute chose mais ce n'est pas toutes les bandelettes, il y a un pourcentage. Bien sûr. Par contre, les explantations, ça ne fait pas rêver non plus, loin de là. Et puis, ce qu'on a en alternative, si c'est revenir aux Burge d'il y a 30 ans, c'est un peu triste. Donc moi, j'espère que la communauté urologique et gynéco est en train d'œuvrer, de chercher pour trouver des alternatives moins invasives et moins dangereuses, et tout du moins on verra les complications dans quelques années, quoi. J'espère qu'on en est là. Sinon, merci à vous deux. Je pense que vous avez fait un truc extrêmement complémentaire et qui va bien aider les collègues qui pourront aller chercher ça sur le replay de Branché. Vous pouvez le trouver aussi sur Instagram. Et puis justement, le 15 février, il y aura une autre émission qui sera dédiée à un cas de gynéco avec le docteur Alain Proust. Il ne parlera pas de ça, mais enfin, on aura aussi un gynéco pour rester un petit peu. Et puis, il faut penser à regarder les fiches avec ce que tu as dit sur le caractère obligatoire. Ça, je pense qu'on n'est pas suffisamment au point là-dessus sur ce qu'on propose aux médecins par l'intermédiaire d'Aspro. Merci. Merci à vous deux, c'était passionnant.